Alors, le docteur Almerac a reçu cette année le prix des prix, le Saint Graal, puisqu'il y a 4 prix en tout, 3 qui correspondent chacun au parcours, qui sont de sorte de sous-spécialité de ce master, et puis un prix indépendant de toute spécialisation. Monsieur Almerac, nous vous écoutons sur l'évaluation in vivo des effets suppresseurs de tumeurs du cluster MIRX sur les cellules initiatrices de gliome de haut grade de malignité. Merci de tenir les 10 minutes de présentation. D'accord. Merci à vous. Je suis Fabien Almerac, interne en neurochirurgie à Nice, et je vais vous présenter mon projet de Master 2 qui a eu lieu l'année dernière sur justement l'évaluation in vivo des effets suppresseurs de tumeurs du cluster MIRX sur les cellules initiatrices de gliome de haut grade. MIRX parce que je n'ai pas le droit de le nommer, il y a un brevet qui est en cours dessus et la propriété intellectuelle de la fac m'interdit de le nommer dans les présentations. Directeur de projet, le docteur Thierry Virol, unité INSERM à Nice, et Denis Fontaine, neurochirurgien à Nice. Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales primitives les plus fréquentes et les plus agressives de l'adulte. Comme on peut le voir ici sur cette IRM pondérant T2, il y a 2 portions essentiellement, une portion centrale charnue et une portion périphérique, ici en blanc, qui est de l'œdème et de l'infiltration cellulaire, qui fait que chirurgicalement on ne peut pas faire d'exérèse microscopiquement complète avec des marges saines comme dans beaucoup d'autres organes. C'est un cancer terrible avec une médiane de survie qui n'excède pas 15 mois malgré les traitements maximalistes, et ce en raison de récidives. Et ces récidives sont en partie expliquées par le fait que ces tumeurs suivent le modèle des tumeurs à cellules souches cancéreuses, qui énonce le fait que au sein de la masse tumorale, il y a un faible nombre de cellules qui a des propriétés souches, c'est-à-dire qui sont capables d'auto-renouvellement, de division asymétrique, et qui sont naturellement résistantes aux chimio- et radiothérapies conventionnelles, contrairement aux cellules différenciées. Et donc, il suffit qu'un faible nombre de ces cellules à caractère souche soit présent pour initier et développer une nouvelle tumeur. C'est pour ça qu'en cancérologie, à l'heure actuelle, pour beaucoup d'organes, ces cellules représentent un enjeu thérapeutique majeur. Et dans le cadre des gliomes, on va parler de cellules initiatrices de gliome, CIG, et qui représentent le challenge du laboratoire et notamment l'axe principal, le défi du laboratoire et l'axe principal de recherche. Et notamment, ils cherchent à comprendre les mécanismes de régulation de ces cellules et d'en réprimer les propriétés souches et notamment les propriétés d'auto-renouvellement. Pour ce faire, ils ont constitué une banque de ces cellules initiatrices de gliome, à partir initialement d'une collaboration avec le docteur Schneves à Paris, et après avec les services de neurochirurgie et d'anatomopathologie de Nice. À partir de l'exérèse de gliome humain, ils ont séparé ces cellules et ils les ont mises en culture pour avoir une quinzaine de lignées à l'heure actuelle sur lesquelles ils travaillent. Ils ont également développé des modèles de tumorigénèse ex vivo à partir d'un contexte murin de cerveau de souris et humain de cellules souches embryonnaires humaines différenciées en tissu neurologique. On dépose à la surface de ces tissus des cellules initiatrices de gliome marquées au rouge et on suit leur évolution au sein du tissu pour évaluer leur capacité d'invasion et de prolifération au sein d'un tissu ex vivo. Et ils ont également identifié la propriété de ces cellules et leur capacité de différenciation en milieu sérum. On voit ici qu'à l'état souche, ces cellules sont regroupées en neurosphères, on appelle ça des neurosphères, en grappes de raisin, non adhérentes à la boîte de culture. Et lorsque l'on soustrait du milieu de culture les facteurs de croissance et qu'on rajoute du sérum de veau fœtal, elles acquièrent des propriétés de pseudo-différenciation morphologique, c'est-à-dire qu'elles acquièrent des prolongements cytoplasmiques et deviennent adhérentes à la boîte de culture. Et sur le plan des marqueurs de l'état souche et d'auto-renouvellement que sont Nanog, Oct4, Sonic Hedgehog et SOX1, on voit qu'elles perdent ces marqueurs à l'état de pseudo-différenciation sérum. Et sur le plan fonctionnel, c'est ce qui est intéressant, le potentiel de clonogénicité est à l'état souche très important, à plus de 90%, et à l'état de différenciation sérum chute à moins de 20%. Et des équipes ont démontré que lorsque l'on greffe des cellules à l'état souche, même un faible nombre, suffit à former des tumeurs au sein d'un animal, alors que même un nombre important de ces cellules différenciées ne sont pas suffisantes pour former des tumeurs chez l'animal.
Et ils ont exploité cette différenciation sérum, ils ont fait des séquençages à haute fréquence des micro-ARN présents et à l'état souche et à l'état différencié. Ils ont remarqué qu'à l'état différencié, il y a 5 micro-ARN qui sont surexprimés, alors qu'ils sont complètement réprimés à l'état souche. Ces 5 micro-ARN sont groupés en un cluster que l'on va appeler le cluster de MIR-X. Lorsque l'on prend une cellule initiatrice de gliome, donc avec sa forme en neurosphère, ses marqueurs souches d'autorenouvellement, sa capacité d'infiltration du tissu ex vivo, et qu'on introduit dans son génome la portion codante de ce cluster de MIR par transduction lentivirale, à ce moment-là, naturellement, ces cellules acquièrent les propriétés de différenciation, en tout cas de pseudo-différenciation, que ce soit sur le plan morphologique, moléculaire, et même au sein d'un tissu ex vivo, elles n'infiltrent plus le tissu, ne prolifèrent plus en son sein, et sur le plan de la clonogénicité, elles perdent leur capacité de prolifération clonale. Et sur le plan mécanistique, ils ont remarqué qu'il y avait une inhibition de CXCR4, CXCR4 avec son ligand SDF1 qui sont impliqués dans la migration et la tumorigénicité dans beaucoup de cancers. Et ce faisant, ça bloque la boucle d'autorenouvellement Sonic Hedgehog Gli1 Nanog, qui est nécessaire à l'autorenouvellement de ces cellules. Et quand on bloque l'autorenouvellement, on perd la tumorigénicité. Et plus intéressant encore sur le plan thérapeutique, c'est l'effet paracrine. Lorsqu'ils font des co-cultures de cellules normales non modifiées, qu'on va appeler cellules contrôle, avec des cellules modifiées qui expriment le cluster stablement, les CIG-MIR, il y a une différenciation des cellules non modifiées en co-culture, une perte des marqueurs d'autorenouvellement et également une perte de leur prolifération clonale. D'où les objectifs de mon projet cette année, ça avait été de confirmer en conditions in vivo, chez l'animal, les effets suppresseurs de tumeurs qui ont été identifiés ex vivo. Et pour ça, comme c'était le premier pas vers l'animal, on a posé 2 questions simples. La première, c'était est-ce que les cellules modifiées, les CIG-MIR, étaient incapables de former des tumeurs cérébrales, au contraire des CIG contrôle? Et est-ce qu'on arrivait à reproduire l'effet paracrine constaté ex vivo en conditions in vivo, en faisant des injections de mélange cellulaire? Et également, on en a profité pour voir s'il y avait une relation de dose-effet au mélange étudié. Le protocole expérimental, je faisais des xénogreffes dans des souris de lignées primaires identifiées au laboratoire. Et le suivi des greffes était fait par bioluminescence, donc une imagerie métabolique, et en anatomopathologie lors du décès de la souris, du sacrifice. Je prenais des souris complètement immunodéprimées, not SCID, et après anesthésie générale par injection intrapéritonéale, je les mettais au sein d'un cadre de stéréotaxie qui était automatisé et commandé par ordinateur pour pouvoir faire des injections reproductibles. Donc ça ressemble à ça, avec une petite incision sur le vertex. Et je faisais, après calibration, pour faire la corrélation avec un atlas qui était inclus avec le cadre, des injections dans le striatum droit des souris, un endroit où il y a de la place pour que les tumeurs puissent se développer. Les cellules injectées avaient pour la plupart exprimé le gène LUC, qui est un gène codant pour la luciférase, une enzyme qui métabolise la luciférine afin de pouvoir les suivre en imagerie métabolique par bioluminescence, comme on peut le voir ici. Et donc là, c'était une partie des résultats liés à cette expérimentation. Et lors du sacrifice, on colorait les cellules humaines injectées, les cellules tumorales, avec un anticorps anti-vimentine humaine au sein de ce cerveau de souris pour les révéler. Le protocole expérimental débutait le jour 0 avec la greffe. Une imagerie était faite chaque semaine jusqu'au sacrifice qui avait lieu entre 1 mois et 4 mois. Donc pour pouvoir répondre à la première question, est-ce que ces cellules sont incapables de former des tumeurs? J'ai constitué 2 groupes, tout simplement. Un groupe ayant reçu des CIG contrôle, donc non modifiés, et un groupe ayant reçu des CIG MIR qui exprimaient stablement le cluster. J'ai suivi l'évolution au cours du temps. Pour répondre à la deuxième question de l'effet paracrine, j'ai injecté des mélanges. Dans un groupe, des mélanges uniquement de CIG contrôle, et dans l'autre, des mélanges de CIG contrôle avec des CIG cluster, et en proportions différentes pour évaluer un éventuel effet dose. Sur le plan des résultats, pour la bioluminescence, à gauche, vous avez les groupes comparés les uns avec les autres. Au milieu, les valeurs moyennes de luminescence tout au long des expérimentations. Et à droite, les photographies recueillies. Et on voit ici que, en rouge, on a la luminescence seuil,
au-delà de laquelle la caméra détectait de la lumière, et en dessous, la caméra n'en détectait pas. Et on voit que pour le groupe contrôle, ici numéro 1, la courbe bleue, la luminescence est supérieure au seuil, alors que pour le groupe cluster, qui avait reçu que des CIG MIR, la luminescence est en dessous du seuil de détection. Cette différence de luminescence est statistiquement significative. Même constatation pour le groupe mélange le plus défavorable en faveur des CIG contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un sixième de CIG MIR dans ce mélange cellulaire. Et on voit que la différence de luminescence entre le groupe contrôle et ce groupe mélange est également statistiquement significative. Même constatation pour les autres groupes étudiés, quel que soit le mélange cellulaire et quel que soit le groupe contrôle qu'on a constitué. Voici les résumés, les chiffres résumés, mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où il y avait du cluster MIR dans les injections, il y avait une diminution significative de l'émission de luminescence in vivo, que l'effet paracrine était confirmé en conditions in vivo puisque nous n'avions pas de différence entre les groupes qui n'ont reçu que des CIG MIR et les groupes qui ont reçu des mélanges. Et enfin, il n'y avait pas de rapport de dose-effet entre les groupes, et notamment pour les rapports cellulaires qu'on a étudiés. On n'a pas réussi à le mettre en évidence. Sur le plan anatomopathologique, on a regardé essentiellement deux composantes, la tumeur et l'infiltration cellulaire, qu'on peut voir ici. Les tumeurs sont matérialisées ici par des croix et les cellules par des flèches. Et on voit que dans les groupes contrôle, il y a des tumeurs qui ont une taille qu'on a jugée moyenne. Et il y a des cellules qui ont infiltré le long notamment des fibres blanches, comme c'est le cas chez l'humain d'ailleurs, comme ici le long du corps calleux. Et dans les groupes cluster et mélange, on constate que les tumeurs sont plus petites, voire même absentes, comme ici, mais qu'il y a des cellules qui ont infiltré, ici le corps calleux même en controlatéral, mais il n'y a pas de tendance au regroupement cellulaire, on dirait qu'il n'y a pas de tendance à former une nouvelle tumeur. Ces résultats suggèrent que le cluster MIR inhibe la prolifération cellulaire et la prolifération tumorale notamment. Donc pour résumer, en conditions ex vivo, le cluster MIR permet une pseudo-différenciation morphologique, une perte des marqueurs d'autoprolifération et une diminution de la clonogénicité, ce qui engendre une diminution, voire même une diminution de l'agressivité au sein d'un tissu ex vivo, et tout ça en inhibant CXCR4 qui inhibe la voie d'autoprolifération. En conditions in vivo, on a une diminution significative de la luminescence par le cluster MIR, et également une diminution de la taille des foyers tumoraux par inhibition de la prolifération. Il y avait quelques difficultés, bien sûr, au cours de cette année, sur le plan expérimental pur, et notamment l'interprétation des courbes de luminescence, qui, pour les groupes contrôle, étaient parfois fluctuantes, déjà entre les souris, et pour la moyenne des souris. Et on a émis l'hypothèse que ça pouvait venir du fait que, comme c'est une imagerie métabolique et qu'une tumeur est en métabolisme constamment modifié, il est possible qu'on fasse une acquisition à un moment où la tumeur est dans une phase de quiescence ou de nécrose ou de destruction, et lorsque la luminescence est au maximum, qu'elle soit dans une phase de prolifération. Également, la différence constatée sur l'infiltration du tissu. En conditions ex vivo, nous n'en avions pas, alors qu'en conditions in vivo, nous en avions, et en ex vivo, il n'y en avait pas. Plusieurs explications. La première, c'est qu'en ex vivo, l'expérimentation ne pouvait durer plus d'1 mois en raison du délitement du tissu par la suite, alors qu'en ex vivo, les expérimentations allaient jusqu'à 4 mois. Deuxième explication, c'est que les cellules, et c'est là d'ailleurs tout l'intérêt de l'expérimentation animale, c'est qu'on se situe dans un micro-environnement dynamique, physiologique en tout cas pour la souris ici, et que les cellules ont pu outrepasser les voies de régulation qu'on avait pu identifier ici pour pouvoir infiltrer malgré tout le tissu hôte. Et également, peut-être que les cellules ont perdu le cluster, l'ont éliminé, en tout cas la région codante du cluster avec le temps. Et pour ça, on est en train d'acquérir des méthodes de caractérisation de ces cellules. Le perspective thérapeutique, un petit mot de clinique. Le principe général là-dedans, c'est après réalisation d'une biopsie ou d'une exérèse tumorale, d'administrer ce cluster de MIR sur les cellules résiduelles, résistantes, les cellules souches résiduelles, pour leur faire perdre leur capacité souche, pour les rendre soit quiescentes, soit radio-chimiosensibles. Pour cela, plusieurs approches pour arriver jusqu'à l'homme.
Et pour délivrer ce génome aux cellules résiduelles, soit une approche de thérapie génique ou une approche de thérapie cellulaire, notamment avec soit des cellules du patient issues de l'exérèse, soit des nanoparticules pour délivrer le principe actif directement aux cellules cibles, ou plus intéressant, par les cellules souches mésenchymateuses qui ont un tropisme neurologique particulier, et notamment pour les tumeurs cérébrales. On les ferait s'exprimer, elles exprimeraient le cluster MIR et délivreraient directement aux cellules cibles le principe actif. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cet exposé très clair d'un sujet complexe. Des questions? Oui. Compliment pour votre exposé. Bien entendu, pour nous, ces sujets très spécialisés ne sont pas faciles à suivre. Ma question est précise. À un moment donné, vous avez parlé de l'utilisation de sérum de veau fœtal. Oui. Les produits fétaux ont des particularités bien spécifiques. En particulier, les produits fétaux utilisés avant le 21e jour ont des produits d'antigénicité particulière. Pouvez-vous préciser ce que vous voulez exprimer? C'est le sérum habituellement utilisé, notamment dans ces cellules souches, pour qu'elles perdent ses propriétés souches. En fait, c'est un sérum. On aurait pu utiliser un autre sérum, mais le sérum de veau fœtal concentré à 0,5%, c'est celui qui est utilisé un peu partout chez ceux qui travaillent notamment dans les cellules souches de glioblastome. Par contre, pour l'âge du sérum de veau, à partir de quand il est récolté, ça, je ne peux pas vous répondre. C'est un flacon, si vous voulez, au laboratoire. Bon, c'est des techniques qu'ils ont élaborées bien avant. Et pour moi, ça représentait juste un flacon, finalement. Ce sont des techniques qui datent du début de la culture cellulaire dans les années 20. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres tumeurs à cellules souches à vertu cancéreuse D'abord, félicitations. Merci. Et est-ce qu'il y a d'autres tumeurs à cellules souches à vertu cancéreuse qui pourraient bénéficier de cette réflexion? Et est-ce que vous pouvez les nommer? Oui, alors initialement, les cellules souches cancéreuses ont été identifiées dans les hémopathies malignes. Il y a même déjà plus de 40 ans, dans les années 70, dans les lymphomes et dans les myélomes, il me semble que ça avait été identifié initialement par là. Et c'est les premières équipes à avoir travaillé là-dessus sont ces équipes qui travaillaient dans les centres d'hémopathie. Et par la suite, je crois en 2004, il y a eu des publications sur le cancer du côlon pour les cellules souches cancéreuses et dans le cancer du pancréas. Et c'est en train de se généraliser, notamment dans le mélanome aussi, des cellules qui ont des propriétés souches. Et d'ailleurs, il y a eu une modification de la nomenclature. Avant, c'était appelé cellules souches, parce qu'elles avaient des propriétés souches, mais on pensait qu'elles étaient vraiment souches. En fait, elles n'ont que des propriétés souches, elles n'ont pas toutes les propriétés souches d'une cellule souche. Donc, elles sont appelées cellules initiatrices de tumeurs maintenant, et en fonction de l'organe, cellules initiatrices de l'organe. Enfin, il y a eu une évolution dans la nomenclature. Et bon, voilà, plusieurs cancers là-dessus. Au niveau du foie, tout porte à penser, il y a de nombreux travaux, c'est le sujet d'actualité, il y a les micro-ARN, les cellules progénitrices, qu'il y a une cellule, ce n'est plus la cellule mature. On a longtemps pensé que les cancers venaient de la dégénérescence d'une cellule mature, mais viennent de la dégénérescence d'une même cellule souche, qui a été identifiée par des moyens d'immunohistochimie, et notamment en ce qui concerne l'hépatocarcinome, le cholangiocarcinome et l'adénome. Alors c'est certain pour l'adénome et l'hépatocarcinome, ce qui tente à prouver que finalement il y a une filiation. La question, on se l'est posée il y a encore une dizaine d'années, il y a une filiation entre les adénomes qui sont quelquefois remplacés par les hépatocarcinomes. Alors pour le cholangiocarcinome, vous savez qu'il existe des formes associées d'hépatocolangiocarcinome. Et cette origine par la même cellule, venant de la même cellule progénitrice est intéressante. Et ça a été identifié. On n'en est plus au stade où c'est de l'hypothèse, ça a été identifié. Cette cellule souche est identifiée. Tout ça pour dire que une des voies de recherche thérapeutique dans l'avenir, c'est d'agir par des moyens immunohistochimiques sur cette cellule souche. Et non plus par des chimiothérapies au stade avancé de la tumeur. De détecter la cellule souche au stade précoce et d'agir à ce moment-là. C'est une des voies de recherche, mais
peut-être que dans 20 ans, ce sera fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tous ces exposés. Je crois que c'est un peu complexe, bien sûr, mais c'est tout de même très intéressant et ça ouvre des horizons nouveaux, même si je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de neurochirurgiens ce soir. Hein. Bon, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur Éric Allaire. Alors, avant de reprendre la parole pour la communication suivante, je vais vous annoncer le résultat des élections. Il n'y a pas quand même de grosses surprises. Hein. Pour ce qui concerne les 5 membres titulaires ont été élus. Madame Bankova-Fresh, que je félicite, monsieur... Vous le méritez bien. Monsieur Jean-Christophe Bell, monsieur Jean Caddy, monsieur François Guéral, qui est ici, et Philippe Safar. Alors, pour les membres associés, c'était un petit peu plus complexe. Il y avait plus de candidats que de postes. Donc, j'annonce dans l'ordre. Philippe Bachelier, de Strasbourg. Philippe Breil. Xavier Martin, de Lyon, urologue. Monsieur de Ribérol, de Clermont-Ferrand, je crois. Ouais. Marseille. Chirurgien cardiaque, hein. Clermont-Ferrand. Monsieur Rimarex, François. Pardon. Bravo. Nous respectons la parité. Monsieur Fabien Tavot. Philippe Topard, de Lille. Christian Vessen. Raphaël Vial. Et Michel Zera. Tous élus. Voilà. Merci au secrétaire d'avoir fait ce travail. Merci beaucoup.